de Kinshasa. Il est 14 heures, l'heure à laquelle vous suivez en direct. Nous sommes en direct de Kinshasa. Il est 14 heures juste. Vous suivez 26 Presse, où nous analysions l'actualité du pays, voire même de l'extérieur de la République démocratique du Congo. On va en parler aujourd'hui. Propos Jean-Pierre Bemba, favorise-t-il l'unité nationale? Parce que vous avez vu Jean-Pierre Bemba qui a eu à faire de déclarations lors d'une émission de nos confrères de Top Congo où il a déclaré de mots tellement très touchants par rapport à Joseph Kabila, Moïse Katumbi, voire même à la Cinco, qui veulent déstabiliser le pays. Pourquoi pas? Ils sont allés, il est allé, même pour dire qu'ils veulent éliminer le président de la République. Est-ce que ce genre de message favorise-t-il l'unité nationale en ce moment où la République démocratique du Congo veut avoir la paix totale dans la partie est de la République, dans sa partie est. Aussi visite Bintou Keïta au Kivu, le dessous des cartes, nous allons en parler à la fin. 12e conférence de gouverneurs, vous l'avez vu dans la province du Lualaba, à part ce que nous avons vu comme le 3 jours de réunion de gouverneurs, nous avons vu des infrastructures inaugurées, plusieurs infrastructures, nous allons en parler. Et sur ce plateau, je reçois Serge Sekara, vous êtes journaliste, vous êtes du journal de la ville, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Félix Chamala, bonjour aux téléspectateurs, heureux d'être là. Alors nous allons commencer avec le propos de Jean-Pierre Bemba, je pense que vous l'avez suivi au micro de Top Congo. Est-ce que c'est utile de faire de tels genres de déclarations en ce moment? Merci Félix pour la parole. Je crois que Jean-Pierre Bemba, c'est un des acteurs majeurs, acteurs politiques majeurs de notre pays, et que, au point que s'il prend la parole, il fait une sortie médiatique. D'ailleurs, il n'en fait pas beaucoup, mais s'il en fait, ça fait toujours écho. Ça fait toujours écho. Dans ses propos, Jean-Pierre Bemba est venu pour, comme qui dirait, essayer de rétablir une certaine vérité par rapport à lui, selon lui, qu'il y a des choses qui n'ont jamais été dites de la meilleure des façons et que lui s'était réservé le droit de le dire, notamment la situation la filiation du ancien président Joseph Kabila, et puis l'implication de ce que lui appelait les politiciens en robe de la Cinco et j'en passe. Ça dépend de quel point de vue on se situe pour apprécier ces propos, parce que Jean-Pierre Bemba qui s'en prend à Kabila, qui dit que Kabila ne serait pas l'enfant biologique de Laurent Désiré, qu'il aurait un papa. Mais Jean-Pierre Bemba a eu à discuter avec Kabila, même à travers sa délégation à Sun City. Jean-Pierre Bemba a travaillé ensemble avec Kabila et les autres à la réunification du pays. Jean-Pierre Bemba est parti aux élections en 2006. Il a concouru avec Kabila. Jean-Pierre Bemba s'est brouillé par la suite avec Kabila. On sait comment ça s'est terminé. Mais la transition 1+4, c'était vraiment la volonté de Congolais réunis à Sun City pour recoudre le pays. En ce moment, il travaillait avec Joseph Kabila ou Hippolyte Kanambe. Parce que, disons-le, quand on vous envoie l'argent, Félix Chamala, et que, à la place de poste et nom, ou de prénom, on met votre nom, et que vous allez au guichet, on ne vous remet pas, on ne vous sert pas. C'est-à-dire que dans le parler, il y a des détails auxquels nous ne faisons pas beaucoup d'allusions, mais on ne blague pas avec les noms. La personne qui est concernée, on l'identifie comme qui? Parce que cette personne
a été président de la République 18 ans. Cette personne a mené des opérations sur terrain à l'Équateur. Cette personne a été chef d'état-major force terrestre ici au Congo. Et je me pose la question sur l'opportunité d'un tel débat en ces moments, face à un journaliste qui a subi les assauts de Jean-Pierre Bemba. Si on était dans un combat de boxe, il y aurait un qui tapait et l'autre qui encaissait. C'est-à-dire, je n'ai pas vu de relance, je n'ai pas vu... C'est-à-dire, c'est comme si on a assisté à un monologue, bien sûr qu'on ne discute pas avec les journalistes, mais de ces côtés-là, je n'ai pas senti aussi la volonté de faire les journalistes. Je ne suis pas en train de critiquer un grand frère et peut-être un excellent journaliste, mais dans le cas d'espèce, ça n'a pas fonctionné comme il se devait. Jean-Pierre Bemba, apparemment, semble avoir des comptes à régler, avec Kabila, parce que on se souviendra qu'en 2006, ça s'est terminé par la guerre de Kinshasa, qui a coûté ce que ça a coûté. Après, c'était la CPI et tout. J'ai fait une analyse objective de la situation. Mais au moins, c'est un grand homme politique de ce pays quand il fait des genres de déclarations. On ne peut pas toutefois, deux fois peut-être nier ou dire qu'il a de problèmes avec Joseph Kabila. Non, j'en arrive. Moi, je suis dans la forme. Je suis en train d'analyser dans la forme. Pareil avec la Cinco. La Cinco qui est serrée dans une tentative de déstabilisation du pouvoir de Kinshasa, deux hommes de politiciens en robe. Alors, parce que quand on cite Cinco, mais on oublie de citer aussi les CC. Parce que ça, c'est une démarche commune. Le fait d'indexer une partie, alors qu'il y en a deux là-dedans, ça donne déjà à réfléchir. Ça donne à réfléchir pourquoi on s'arrêterait à ce niveau. Je ne sais pas comment cela peut devenir un problème personnel. Je suis dans la forme, mais la Cinco a toujours été du côté de l'opposition d'une certaine façon. On publie, l'abbé Malou dans un char publie le résultat, donne Joseph Kabila gagnant en 2006, et le cardinal Etchou Bamunzambi, dans le feu de l'action, publiera un communiqué en disant que c'est Jean-Pierre Bemba qui serait gagnant. Il y a eu de boucans ici à Kinshasa, je ne sais pas si vous étiez à Kinshasa ces jours-là, et il a fallu un rétro-pédalage, un exercice de haut vol de communication pour calmer la population, parce que les gens étaient sortis ici avec le feu de fourmis et tout. La popularité, on n'en discute pas. Mais à ce moment-là, le membre de la Cinco qui se trouverait être le cardinal était manipulateur, était dans quoi exactement? Parce que ça peut sembler facile, venir devant un micro, commencer à distribuer des points, des titres aux gens. Mais à un certain moment, ces politiciens, entre guillemets, en robe, ont été en faveur, ont pris fait et cause pour le vice-premier ministre. Est-ce que, en ce moment, le vice-premier ministre pouvait tenir ce genre de propos? Non, mais ils se disent les hommes de l'Église parce que l'Église a été toujours aux côtés de faibles, hein, c'est ce qu'ils se disent, mais quand vous les appelez de politiciens, en disant comme le gens m'appelait les politiciens en robe, vous voyez un peu que ce n'est pas leur rôle. Je reviens maintenant presque dans le fond pour dire que il y a des discours qui se tiennent. Qu'on qualifie Joseph Kabila de Rwandais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'en est pas l'auteur principal. Mais que ce parole-là soit sorti de sa bouche et dans ces contextes-là, ça prend de l'épaisseur. Ça prend de l'épaisseur. Ça prend une autre dimension. Fallait-il le dire? Et de cette façon-là, en ces moments-là, est-ce que
quand on est homme d'État, on n'est pas tenu par l'exigence de retenue des réserves ou un peu de diplomatie dans ce qu'on est en train de dire, parce que, in fine, il faut se poser la question sur la nécessité, la pertinence des propos qu'on est en train de tenir. Nous sommes dans une situation où, sur le plan militaire, nous n'avons pas beaucoup convaincu. Sinon, on aurait résolu ces problèmes-là avec des armes. On n'a pas beaucoup convaincu, on n'a pas apporté beaucoup d'arguments, au point qu'aujourd'hui, une partie de notre pays se trouve entre les mains des agresseurs. On n'est pas pour cette démarche-là. Et de plus en plus, il se dessine une volonté de discuter, parce que même ceux qui avaient un certain avantage sur le terrain, le rebelle, à un certain moment, ont stoppé leur position. C'est-à-dire qu'il y a des discussions qui ont eu lieu entre les deux chefs de l'État de la RDC et du Rwanda, entre le gouvernement de Kinshasa et le rebelle à Doha. Là, on a évolué, on a laissé l'étape de guerre verbale et on a évolué vers une sorte de... Mais dans ce discours, Jean-Pierre Bemba dit, dans ce propos, il dit qu'il y a déjà de voies qu'on a déjà mises en place pour au moins la sortie, ou bien cette situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, à revenir avec cette démarche de la CENCO, c'est soutenir l'ère Kabal, hein, parce qu'il a dit ils sont parmi ceux qui sont en train de tenter à déstabiliser la République démocratique du Congo. Un peu de cohérence. Qui ont été le premier à proposer une démarche dialogale, si je peux dire? Mais c'est la CENCO qui est allé proposer chez le chef de l'État. Qu'est-ce qui est mis en place pour résoudre on va les résoudre par quoi? Par les armes, parce qu'on a deux possibilités. Non, parce qu'il y a Luanda, il y a Luanda, Félix, il y a Doha, on le fait par les armes, ou on le fait par les dialogues. Ou on le fait par les armes, ou on le fait par les dialogues. Que ce soit Luanda, que ce soit Abidjan, que ce soit Doha, que ce soit, je ne sais pas, Bokungu Ikela, si les Congolais peuvent se retrouver pour parler, où est le mal? Où se trouverait le problème? Mais lorsqu'on dit que certains de Congolais sont des traîtres, c'est ça là où ça choque. Mais écoutez... Ils sont en train de soutenir ceux qui font la guerre. De deux choses. C'est là où ça choque. De deux choses l'une. Qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, qui donne à certaines personnes le droit de critiquer, de juger les autres, comme Cacaïen, je crois, aurait dit, aurait répondu au Seigneur, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est-à-dire, qui a donné à certaines personnes le droit de distribuer des étiquettes? Samala, très, Marla, c'est bon, et celui-là, Fabien Lumbala, on ne connaît pas. Qui est celui-là? La personne, pardon, la personne qui est en train de distribuer des étiquettes, cette personne, est-elle capable, est-elle habilitée à le faire? Parce que... mais sûrement, c'est la famille politique du chef de l'État. La famille politique des chefs de l'État, excusez-moi, je suis désolé, n'a pas le droit de juger les gens. La famille politique des chefs de l'État, qui te dit que dans cette famille politique, il n'y a pas de traîtres? Pourquoi cette guerre-là n'a pas donné de bons résultats? Qui dit que tout ce qui est dans la famille du président politique du chef de l'État est clean et propre? Moi, je me suis en train de me poser la question. Tu risques de me perdre. Qui est celui-là qui a le droit aujourd'hui de distribuer des étiquettes aux gens en disant que celui-là, c'est un traître, celui-là, paria, celui-là? Sur base de quoi? Parce que nous sommes un pays démocratique. Les gens sont morts ici pour qu'on puisse aboutir à cette forme de démocratie qui est en construction, bien entendu, je le reconnais. Que si vous avez des éléments, mais nous avons des instances
habilitées, à crédibiliser les thèses. Je ne peux pas venir dire aujourd'hui Félix Tchamala est traître et voleur sans apporter des soubassements, des arguments. C'est-à-dire que la personne vous a dit que Mbemba n'a pas de soubassement. Mais personne. Quand il parle, c'est-à-dire, vous avez bien dit. Mais pourquoi aller dans une chaîne de radio pour indexer les gens alors que il y a des instances qui peuvent vérifier. De toute façon, même si vous avez des preuves. Mais il a de toute façon, même si vous avez des preuves, c'est pas pour autant que ça sera la vérité tant que la justice n'aura pas mené des enquêtes et qu'on puisse vous entendre contradictoirement. Finalement, mais non, c'est à la justice de faire le travail. Nous rentrons dans une forme de populisme et fanatisme qui risque de nuire à tous les efforts de réconciliation de ce pays. Populisme, les fanatismes. Mais quand je viens dire, vous savez, les caméras qui ont été perdues ici, H26, c'est Tchamala qui les avait prises. Mais lorsque vous avez... Quand tout le monde est en train de chercher les voleurs, mais ça c'est un raccourci. Mais j'apporte quoi comme preuve? Parce que la personne qui accuse a la responsabilité des preuves, pas l'accusé. C'est vous qui devez, c'est moi qui vous accuse, qui dois apporter des arguments pour dire, voilà Tchamala, 1, 2, 3, 4. Et sur base de ces éléments-là, nous pensons que c'est lui. Le procureur, le magistrat mènera ses enquêtes et il y aura par la suite les plaidoyers au tribunal, un jugement. Mais ce n'est pas aussi à ceux qui sont cités d'aller vers la justice, soit accuser Jean-Pierre Mbemba. Mais je sais qu'il y a des gens, des gens qui ont fait la prison ici pour propagation de faux bruits. Kabound, Milingano, Barnabé, le nom m'échappe. J'en passe des meilleurs. Quand on a arrêté des gens dans ces pays pour propagation de faux bruits qui avaient porté plainte, est-ce que propagation de faux bruits ne doit concerner que les autorités en fonction? La dignité des Congolais, la dignité des structures, des organisations religieuses telles que Sanko, vous pensez qu'ils peuvent supporter, avec tout ce qu'eux portent comme charge pastorale, sociétale, de voir leur dignité être ternie de cette façon? Mais quand la justice ne fait pas ce travail, n'a pas la même célérité, peut-être qu'il y a beaucoup de dossiers, ils revenaient là-dessus. Mais en structure congolaise, des droits congolais, et je pense qu'ils peuvent se réserver les droits. Et est-ce que c'est la personne de Jean-Pierre Mbemba qui dérange? Parce que ces genres de déclarations que Jean-Pierre Mbemba a à faire, de dire que Kabila n'est pas le fils de Mosé, on a vu les autres les dire, hein? Ou bien c'est la personne de Jean-Pierre Mbemba qui dérange? Je le dis ici, je le dis Tchamala, ce sont des propos que nous attendons partout dans tous les débats, sur les chaînes de télévision. Mais pourquoi ça dérange lorsqu'il s'agit de Mbemba? Mais justement, quand vous pensez être grand, quand vous pensez être un leader naturel, politique, vous avez une assise. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire d'une certaine façon. Et que si vous pensez vraiment détenir, les preuves par rapport à ça, la meilleure façon est d'aller vers des gens qui peuvent corroborer ces arguments et par la suite revenir à la presse. Dire que j'avais ça, et je suis allé vers les personnes, des structures habilitées à le comparer. Ces gens-là ont été entendus, et puis voilà. Et ce n'est que par la suite, qu'on pourra comprendre la démarche. Mais on vient en amont dire que charger les gens de cette façon-là, et par la suite chercher le moyen de le prouver, je pense que ça cache autre chose. Et pourquoi cela arrive au moment où, par exemple, on en parlera, la secrétaire générale de la MONUSCO, le représentant du secrétaire général est là-bas. C'est-à-dire, au moment où on semble engager une démarche pour arrondir les
les angles, c'est à ce moment-là qu'un discours qui apparemment tombe comme un cheveu dans la soupe pour surchauffer. Est-ce qu'on a vraiment l'envie, la question que je me pose, de servir la paix, de servir la cohésion, de faire en sorte que les choses reviennent à la normale, ou on veut brûler la case? Je ne sais pas. Je suis en train de me poser la question sans trop comprendre vraiment l'esprit qui a été à l'origine de cet entretien. Mais je crois que Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, est quelqu'un de très réfléchi, quelqu'un de très responsable. Et je pense qu'il a le moyen de ce qu'il est en train de dire, quoi. Il a des éléments, mais je pense que c'est beaucoup plus dans la forme et dans la manière de faire qui n'a pas beaucoup correspondu à sa carrure. Je ne parle pas des ministres, mais des leaders politiques, parce que ce sont des gens qui ont des assises, des gens qui sont entendus, des gens qui sont écoutés. Et quand on dit certaines choses, ça risque d'être compris autrement par la base, automatiquement. Et jeter l'opprobre sur des personnes, si j'étais l'opprobre sur des organisations religieuses, je pense que ce n'est pas très bien donné en ce moment où on est en train de chercher beaucoup plus la cohésion. Alors, dans ce propos, il accuse Joseph Kabila, Moïse Katumbi, la Senko, et surtout sur cette question du dialogue qu'on est en train de prévoir entre la Senko et les CC, et qu'on puisse réunir tous les acteurs politiques autour d'une table. Jean-Pierre Bemba dit de ne plus voir la sincérité dans tout ça. Il accuse les hommes de l'Église comme des hypocrites, de gens qui ne servent pas à la paix pour la République démocratique du Congo. Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Je crois qu'il a des éléments qui le poussent à réfléchir de cette façon. Mais moi, je crois, avec même le pourparler avec les États-Unis, à un certain moment, on nous a demandé, Trump a demandé à ce qu'on puisse avoir un dialogue à l'interne, le gouvernement américain, parce qu'il a encouragé, les États-Unis ont encouragé. Mais le dialogue à l'interne, on ne se fait pas confiance. C'est ça, là où c'est choc, on ne se fait pas confiance. Je vais un peu plus loin. Ah oui. Doha les États-Unis ont encouragé dans leur communiqué la discussion de Doha, raison pour laquelle les deux présidents se sont rencontrés, et même le gouvernement qui ne voulait pas à discuter avec M23. Et je vais revenir dans les initiatives sous-régionales ici. Luanda, Addis Abeba, on ne parlait que du dialogue. Rappelez-vous qu'à un certain moment, le président Félix Tshisekedi devait rencontrer son homologue rwandais à Luanda, que Kagame n'était pas venu. C'est-à-dire que parler des dialogues, ce n'est pas l'apanage des l'ECC et de la Senko. Mais je crois qu'au regard de la situation sur le terrain, nous n'avons pas deux solutions. En tout cas, proposez-moi une autre, parce que en dehors de la solution militaire, l'option qui nous reste aujourd'hui, c'est l'option des dialogues. Mais dialogue avec qui, si c'est ça même la question que je voulais vous poser. On ne s'accepte pas à l'interne. Dialogue avec qui? L'initiative, la démarche citoyenne de Martin Fayoulou participe à cet esprit-là. Même Martin Fayoulou, qui est allé rencontrer le président de la République, a rappelé la nécessité de rencontrer la démarche de l'ECC et de la Senko. Non pas parce qu'ils sont des églises que nous aimons ou que nous n'aimons pas, mais parce que c'est une initiative salvatrice pour le moment qui correspond à l'heure. On peut enlever les évêques, mais on finira par discuter. Mais on va discuter dans quel esprit? Quand on se blesse, quand on se fait mal. C'est ça, c'est qu'on alors, vit ne faudrait-il pas aujourd'hui chercher à apaiser les esprits, avoir un discours apaisé,
un discours conciliateur. Qui va apaiser les esprits au moment où le chef de l'État avait lancé l'appel au gouvernement d'union nationale. On n'a pas vu le grand leader se présenter. Non, le problème... Mais pour eux, on a constaté que l'opposition s'éternise sur cette démarche de la Cinco et de l'ECC. Vous parlez de quelle opposition? Parce que tout le monde n'est pas, même dans l'opposition, tout le monde n'est pas... Mais on parle de l'opposition armée, on parle de l'opposition républicaine. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin, Tchamala? Qu'est-ce qu'on veut? On veut les statu quo, que le pays soit balkanisé pour que chacun puisse avoir raison. C'est que le Congolais n'aime pas. Alors, où on peut discuter, parce que l'option militaire a écarté aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de l'utiliser et ça n'a pas donné des résultats. Je te repose la question, malgré que tu ne peux pas me répondre. Qu'est-ce que nous avons comme solution en dehors de ça? Mais si on doit dialoguer, on dialogue comment et avec qui? C'est vrai, il y a des agresseurs qui sont de l'autre côté, mais à l'interne, nous allons partir en ordre dispersé où nous devons faire une cohésion. Il y a peu. Martin Fayulu a été regardé comme un paria. Mais à la suite de son discours, je crois, de l'annonce des chefs de l'État, avec le chef de l'État, Martin Fayulu a exprimé sa volonté de mettre tout de côté. Voilà l'esprit. Mais pourquoi les autres ne les font pas? Les autres opposants, à part Martin Fayulu, on a Kaltumbi. Est-ce seulement les opposants? Quand vous écoutez les discours du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il est en train d'ouvrir des portes pour une certaine réconciliation à l'interne ou le contraire? Je ne sais pas trop. Quand vous écoutez ces discours-là, pourquoi les problèmes doivent toujours être par rapport aux opposants? Mais est-ce que ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui, ils sont ouverts à la discussion à l'interne, ils sont disposés à accepter que ceux qui ne partagent pas leur vision, ceux qui ne sont pas dans leur schéma, puissent venir, ne serait-ce qu'au nom de la patrie, pour la sauver. C'est ça le problème. Parce que c'est pas seulement, écoutez, Tchamala, c'est pas seulement que venez nous rejoindre. Mais la démarche devait être en ce moment, au nom de la patrie, rejoignons-nous, faisons une force, faisons bloc pour aller discuter avec ces gens-là. Mais comment on va les faire lorsqu'il y a manque de confiance entre nous, lorsque tu sais qu'il tend la main, il y a ceux qui refusent, lorsque les opposants proposent l'aire de marche ou comment faire pour arriver à trouver la paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo? Le pouvoir ne veut pas aussi de ce genre de proposition. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Si chacun veut rester sur son piédestal, si chacun veut rester à regarder son nombril, non. Il n'y a pas à rallier quelqu'un. Moi, je pense qu'en ce moment, il est impérieux, nécessaire de nous rencontrer, d'aller les uns vers les autres. L'exemple à l'image de Martin Fayulu. Alors, il faut un sursaut. Et là, on peut lire les hommes d'État. Et ce qui nous manque aujourd'hui, voilà, des hommes d'État, des hommes capables d'aller au-delà de leurs ressentis, de leurs sentiments, même de leurs intérêts, pour voir la nation. Parce que cette nation, je prends la conclusion de Martin Fayulu. Nous ne devons pas être cette génération qui serait là à la base des dislocations du Congo. Quelque chose dans ce sens-là. Nous ne devrons pas porter face à l'histoire cette responsabilité. Il nous faut des hommes d'État. Parce que si on veut se limiter seulement à la nécessité de créer un gouvernement, on a créé des gouvernements de large union nationale après le Sun City, ça nous a amené à quoi? À une guerre ici à Kinshasa. Mais ce qu'on constate est que depuis que la Cinco-ECC ont fait leur démarche, on remarque que aux côtés de ceux qui dirigent le pays, il y a un semblant. C'est pour cela, vous avez vu même Martin Fayulu solliciter au chef de l'État de rencontrer les évêques de la Cinco et de l'ECC, afin de mettre en pratique l'aire de marche. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans un schéma, dans des programmes, et qui pensent qu'ils sont dans le bon. Et venir dire que non, on doit revoir tout ça, c'est pas facile.
Il faut une dialectique, il faut une discussion, il faut des arguments. Les uns et les autres, je pense que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, il faudrait des arguments, des échanges pour se convaincre, pour se mettre en sécurité que nous pouvons travailler ensemble. Mais pour y arriver, il faudrait de la bonne volonté. La bonne volonté qui doit être fondée sur quoi? Sur le fait que nous sommes tous Congo, nous sommes tous des Congolais, et que la maison Congo, aujourd'hui, étant menacée, ça ne me servira à rien d'être ministre d'une petite républiquette pendant qu'une partie de notre pays est occupée. C'est-à-dire, je veux jouir de la dignité des ministres, mais pour quelle étendue, pour quel pays? Alors, si on pense que le Congo est plus grand que nous, je crois que ça serait beaucoup plus facile de nous concilier, de nous réconcilier, et de faire en sorte que nous puissions trouver des voies de sortie. Parce que, disons-les, quand on tergiverse, quand on fait tout ce qu'on fait, les gens continuent à mourir. Aujourd'hui, cette nuit, la pluie est tombée sur Kinshasa. À Kinshasa, il y a eu... Je te dis, il y a déjà des morts. Il y a mort d'hommes du côté de bourgmestre d'Engaliema. Et sur terrain, en train de constater des familles entières qui ont été périmées. Est-ce que ça concerne nos dirigeants? Ils sont tous d'ailleurs à là-bas. Pour de conférence de gouverneurs, on en parlera. Mais voilà là où se trouve le Congo. À l'est, il y a des exactions. Il y a aujourd'hui la force d'occupation qui est en train de violer les droits des citoyens, les libertés des citoyens. Est-ce que ça émeut nos politiciens? Dépassons ces débats-là qui, à la fin, à mon avis, n'a pas d'intérêt commun pour la population, parce que on va parler des nationalités, on va parler de la mauvaise foi des uns des autres, et à la fin, c'est pour qu'on puisse se regarder et dialoguer. Évitons plutôt tout ce qui peut rendre lourd la discussion. La démarche, c'est le dialogue entre nous. Alors, avant d'entamer le deuxième sujet, une question directe. Si, au niveau de l'opposition, que ce soit de la majorité, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour faire ce qui est essentiel en République démocratique du Congo, trouver la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors qui doit jouer le dernier jet pour que que ce soit l'opposition, la société civile et ceux qui sont au pouvoir puissent se réunir et parler un même langage? Qui doit jouer? Non, je ne veux pas être prophète de malheur. Je ne veux pas être prophète de malheur. Je crois en la volonté des Congolais, à leur capacité plutôt de trouver des solutions à leurs problèmes. Je pense que plus d'une fois, les Congolais ont surpris le monde. À la fin, il y a toujours possibilité d'un sursaut patriotique, d'une dignité que nous devons sauver. Les Congolais sont capables de le faire. Ils l'ont démontré en 1959 lors de la table ronde avec la Belgique. Ils se sont mis, même les gens qui se combattaient ont exigé la libération de Lumumba avant, comme préalable à toute discussion avec le pays, la force colonisatrice. Et si on ne le faisait pas, la RDC, ce n'est pas n'importe quel pays. La RDC incarne la solution pour l'avenir, pour le Congo, pour l'avenir du monde, sur le plan de l'environnement, sur le plan des mines, sur le plan de l'énergie et tout concert. Alors, si nous ne sommes pas capables de nous autogérer, alors la nature s'occupera de nous. Quand je parle de la nature, c'est la géopolitique internationale s'occupera de nous. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose que nous ne devrions pas nous permettre. Nous ne devrions pas nous permettre. Et nous devons être, dans notre tête, porteurs de cette charge, de cette responsabilité, que nous sommes un pays qu'on ne doit pas négliger. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Aujourd'hui, l'économie du monde en matière je dis, la transition énergétique, on passe de l'autre côté, en Europe, vous voyez de plus en plus de voitures électriques. Mais le lithium, en grande partie, c'est ici au Congo. Le coltan, en grande partie, je ne dis pas en exclusivité, mais en grande partie,
en disponibilité, c'est ici au Congo. En ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, c'est encore ici au Congo. Alors, en détenant tout cela, nous allons vraiment tourner les dos à toutes ces opportunités, à toutes ces possibilités, pour commencer à discuter sur nos égaux. Tu as la tête un peu plus grosse, tu as le nez un peu plus long, tu as les oreilles comme ça. C'est vraiment à ce genre de discussions. Alors nous ne méritons pas ces... C'est par là qu'on identifie le Congolais. Dans ces cas-là, on ne mériterait pas ce pays. Dans ces cas-là, je crois, on ne mériterait pas ce pays. On ne mériterait pas ce pays. On entame le deuxième sujet, la visite de Bintou Keïta dans la partie est de la République démocratique du Congo, le dessous des cartes. Est-ce qu'aujourd'hui, Bintou Keïta arrive à Goma ou dans le temps passé, le rebelle de la FCAM23 ont refusé à un moment de ne plus voir la MONUSCO être sur terrain ou diriger certaines de choses pour enfin rétablir la paix dans la partie est de la République. Aujourd'hui, Bintou Keïta arrive. Est-ce qu'on peut dire que les donnes ont changé? Parce qu'il y a eu un refus. Aujourd'hui, on accepte Bintou Keïta arrive au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Félix Chamala, l'histoire est têtue, hein? L'histoire revient toujours au galop. Mais ce n'est pas seulement la rébellion. Rappelez-vous que le gouvernement de la République a demandé le départ de la MONUSCO. Toute la presse ici était derrière le gouvernement pour que la MONUSCO puisse fermer bagages et partir. Et puis, la MONUSCO était en train de partir. Vous le savez aussi bien que moi. Et même la force d'occupation est en train de demander. Tout simplement pourquoi? Parce que la MONUSCO risque d'être jouer un peu ce rôle-là de témoin gênant. Témoin gênant, c'est-à-dire il documente, il regarde et puis il publie au plus haut niveau. Comme ça s'est fait. Ça a été le cas, le Rwanda, jusqu'à aujourd'hui, c'est des pilules qui ne passent pas avec tous les rapports produits par des experts de MONUSCO, des rapports qu'ils essaient de botter en touche, mais qui ne marchent pas. Et cela est vrai aussi pour le rebelle, mais aussi pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Quand Bintou Keïta atterrit à Goma, une ville où on a caillassé des véhicules, toute la présence des bâtiments, de biens des MONUSCO. Et dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Mais comment se fait-il que la personne, la structure qu'on a chassée, la structure qu'on a bafouée, la structure ONI, puisse arriver en sauveur, pratiquement un messie, pour rencontrer. Regardez l'ironie du sort. C'est ça avec le président Boussembe, a publié des communiqués ici, donnant des instructions sur la manière de traiter l'information. Quand Bintou Keïta est à l'est du pays, on en parle ici ou pas? On doit en parler. H26, on en parle mais pas. Vous devriez comprendre. En parlera ou pas? Vous devriez comprendre. Le journal de la ville en parlera ou pas? Goma est la ville, l'une de villes de la République du Congo. Quand il y a l'actualité. Mais non. Mais on ne peut pas faire l'apologie de la guerre. Ne faisons pas l'hypocrite. Il y a des instructions claires quant à ce. Et qu'on ne devrait pas. Quand Bintou Keïta va là-bas, et quand il rentre à Kinshasa, sera-t-elle interpellée? Est-ce que le problème se posera par le fait qu'elle est allée parler avec des rebelles? Je pose cette question parce qu'on a fait le procès à Senko SCC par rapport à ça. Mais Bintou Keïta, il va. Parce qu'elle travaille ici, elle habite ici. Qu'est-ce qui va arriver après? Il y aura des interpellations, il y aura quoi? Et les journalistes qui vont couvrir cette information-là? Que cacherait sa mission à Goma? Parce que est-ce qu'elle est partie avec un message de la communauté internationale? Les autres parleront même des États-Unis d'Amérique, enfin d'établir un peu la vérité sur
l'AFC et l'M23, pourquoi ça tarde encore au moment où on avait signé de cesser de fait, de se retirer sur le territoire de la République démocratique du Congo? Je ne suis pas partisan de la théorie de complot. Je ne suis pas partisan de la théorie de complot. Bintou Keïta est la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et cette mission a, depuis le début de cette année, depuis 2006, 2004, 2005, la mission de maintenir la paix, d'imposer la paix, et puis voilà. Et ça continue avec la mission est chaque fois renouvelée et prend d'autres déclinaisons. Mais quand elle y va, c'est justement dans le cadre de son travail vouloir discuter avec tout le monde, autant qu'il le fait avec les gouvernements de Kinshasa, autant qu'il va le faire avec le rebelle, disons les occupants, pour essayer de dégager. Parce que l'objectif, Tchamala, est de trouver un terrain d'attente pour rapporter la paix. Mais maintenant là, cette recherche de terrain d'attente va se faire comment quand nous ne sommes pas en position de force? Parce que ces gens-là, en ce moment, sont en train d'occuper une partie illégalement de notre territoire national. Ils reviennent certainement avec des revendications, avec des cahiers des charges. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa devait être obligé de les accepter au nom d'une sécurisation, mais qui, à la fin, trahirait le pays? Voilà, c'est une problématique assez sérieuse, assez profonde, qui demanderait à ce qu'il y ait un travail de fond entre nous, Congolais, quand je dis la majorité, l'opposition, mais aussi un travail étroit avec les Nations Unies, avec la MONUSCO. Notre dialogue, notre discours doit évoluer au jour d'aujourd'hui. On ne doit pas continuer à parler comme des fanatiques. On doit aujourd'hui apprendre à parler comme des responsables, comme des acteurs. De patriotes. Sur qui l'avenir du pays dépend. C'est que le Congo sera demain dépendant de ce que nous sommes capables aujourd'hui de donner et de faire. Et la MONUSCO aujourd'hui n'est pas un problème. La MONUSCO, je le crois, hein, je touche du bois pour que ce soit la vérité, et fait partie de la solution. Autant que la société civile, autant que la société politique. Alors, qu'est-ce qui a changé de voir? Parce que le rebelle AFC et l'M23 avait interdit, au moins à la MONUSCO, de ne plus voir la MONUSCO opérer à Goma, ou bien voir même l'avion, leur avion atterrir à Goma. Et aujourd'hui, on va à Bintou Keïta atterrir. C'est ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qui a changé? La situation. Qu'est-ce qui a changé chez les rebelles? Il n'y a rien de changé, sauf que la situation a évolué dans un sens que les forces internationales, les forces, je dirais, des États-Unis, pour ne pas le citer, l'Union européenne, et voilà, donc l'ONU sont impliqués dans cette démarche-là. Et c'est rebeller contre, pas contre le gouvernement congolais, mais la démarche de la communauté internationale risque de vous mettre dans une mauvaise posture par rapport à l'avenir. Je parle là des occupants. Ils n'ont pas intérêt aujourd'hui à aller séjourner à La Haye, de vivre toute leur vie dans des procès et dans des prisons. Ils sont prudents sur ce point-là. C'est ça. La peur du policier, le policier international. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est clair que les États-Unis sont décidés à venir investir au Congo. Mais ils ne veulent pas venir dans n'importe quelle condition. La paix doit être restaurée. Et pour que cette paix soit restaurée, Congolais, parlez entre vous et parlez aussi avec ceux qui sont énervés de l'autre côté. Voilà, tout simplement, en deux mots. En deux mots. Et Bintou Keïta, certainement, est là pour rappeler cette exigence prise par les uns et les autres et que vous avez aujourd'hui la responsabilité de respecter ce qui est en train de se dessiner. Mais lorsqu'il n'y aura pas toujours respect, parce que
On a vu lorsque les deux parties ont été invités à Luanda, nous avons vu l'AFCM 23 ne plus y participer. On a parlé de Doha où on a vu AFCM 23 et voir aussi, hein, on a parlé de cet accord qu'on va signer entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais c'est comme si au sein de deux parties, que ce soit ceux qui font la guerre sur la terre congolaise et ceux qui nous dirigent, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains de principes ou de carrés des charges qui seront au moins volumineux. Mais c'est normal. Si on va en négociation, c'est normal que les uns les autres fassent monter les enchères. Mais à la fin, tout le monde sait qu'on doit sortir avec des résolutions. Pensez-vous que des acteurs, l'acteur comme Martin Fayulu, puisse dire, après tout ce qui s'était dit, et qui est Zongi, par rapport au pouvoir de Félix Tshisekedi, puisse aller à sa rencontre justement par sentiment? Les autres diront il s'est fatigué de l'opposition. Il s'est fatigué, il serait corrompu, il aurait reçu l'argent. Oui, mais ça c'est une lecture simpliste. C'est une lecture simpliste des gens. À la fin, on veut quoi? On veut que quelqu'un puisse rester dans une opposition sans tête ni queue et on tape sur lui. Et quand, à un certain moment, il décide non pas d'intégrer, je l'ai dit dans la forme telle que ça se présente, dans le fond, je ne sais pas, cette opposition se rapproche pour sauver la nation, on continue à taper. Mais nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons savoir ce que nous voulons. Et ce qu'il faudrait, justement, moi je peux citer Martin Fayulu en exemple, de gens comme Martin, qui puissent à un certain moment aller au-delà de ce qu'ils sont, de leur petite personne. Parce que par rapport au Congo, nous sommes tous petits. Nous sommes tous petits. Leurs petites personnes, leurs petits intérêts pour voir le grand Congo, la grandeur du Congo, l'avenir du Congo qui doit être aujourd'hui dessiné par nous, par vous et nous. Donc, ce n'est pas seulement le problème des politiques, ce n'est pas seulement le problème de la majorité. La majorité peut changer. Aujourd'hui, si jamais on va en discussion, un Premier ministre peut sortir de cette discussion-là ou quelqu'un d'autre qui n'aura rien à voir avec la majorité qui existe aujourd'hui. Mais ça sera une exigence pour sauver le Congo. On ne devait pas venir pour dire, nous, on a obtenu 176 sièges. Non, non. Pour l'avenir du Congo. Ce Congo-là, on l'a trouvé entier. Non, non, on l'a trouvé entier. On doit le léguer entier à ceux qui vont venir après nous. Alors, on va terminer. Nous sommes en train de partir presque à la fin de notre magazine 26 Presse. On parle 12e conférence de gouverneurs. Les inquiétudes planent. C'est bien cette question de la rétrocession où le gouverneur s'interroge toujours, qui n'arrive pas dans leur province. Oui, je pense que contrairement à son prédécesseur, le président Félix Tshisekedi est un président qui accorde beaucoup d'importance à la gestion de nos provinces parce qu'il a actionné plusieurs fois je crois que ça ne rate pas. Et c'est cet instrument qui est la conférence des gouverneurs, cette fois-ci là-bas, sur le plan de la forme, une salle moderne, un site moderne, une organisation impeccable, des milliers de participants, toutes les provinces ont été là, représentées. Je me pose la question si cela a été organisé à Boende, si cela a été organisé à Isiro, mais c'est pour cela si cela a été organisé à Chikapa, ça aurait la même. Mais c'est pour cela que de gouverneurs réclament la rétrocession. Mais les autres pensent, parce que avec ce qui s'est passé là-bas, vous avez parlé de la salle de congrès ou village de congrès, où on a vu, c'était pas comme les autres conférences de gouverneurs qu'on a eu à voir. C'était au moins, on a compris, c'était exceptionnel de voir une conférence de gouverneurs se tenir dans cette manière. Mais les gouverneurs s'inquiètent sur cette question parce qu'il y a les autres gouverneurs, jusqu'aujourd'hui, près de frais de fonctionnement, ils ne sont pas payés, ils ne savent pas quoi faire. J'en parlerai. Je suis sur la forme. Je suis en train de dire qu'il y a un travail extraordinaire
extraordinaire qui est fait au niveau de Lualaba, à Kolwezi. De l'organisation. L'organisation, les infrastructures, même si les efforts doivent encore être consentis pour l'intérieur, parce que j'ai vu des gens écrire, oui, Kolwezi c'est bon, mais à l'intérieur, ils ont sorti des clichés pour dire qu'à l'intérieur, ça marche pas. Dans le territoire. Mais je pense que ça va aller crescendo, ça va aller mollo, avec l'impulsion qui est donnée au niveau de la capitale. Kolwezi peut petit à petit aller dans tous les restes. Et ce qui est, le Lualaba a la chance d'être une province, d'avoir une province riche. La rétrocession de droits miniers donne plus que toutes les provinces réunies de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que si vous allez au Lualaba, vous allez trouver des bourgmestres avec des voitures que certains ministres provinciaux n'ont pas. Qui vous construisent même de routes. Je vous rappelle qu'un jour j'y étais, j'ai vu par exemple comme dans la commune de Manika, le bourgmestre Thierry Sambumba, un bourgmestre qui vous construit de routes, de marchés, et qui vous fait même de centres de santé en cadre de la commune. Voilà, donc ce sont de réalisations qui arrivent parce qu'il y a une vision, il y a une volonté. C'est pas seulement parce qu'il y a l'argent, mais je pense que parce qu'il y a une volonté de le faire. On parle aussi de la volonté de le faire. Oui. Mais cela n'exonère pas le gouvernement de la République. Comment ça? À soutenir le province. Je dis à soutenir, c'est un droit. Parce que la Constitution ne parle pas de la rétrocession, parle de la retenue à la source. À la source. 40%. Et l'exécutif avait compris que ça sera très difficile. Il faut rétrocéder. Mais dans cela, il y a la caisse de péréquation. Pourquoi on n'actionnerait pas la caisse de péréquation qui ferait en sorte que les provinces pauvres puissent bénéficier? Ce qui a été aussi soulevé. Mais non, mais ça ne peut pas être soulevé parce que c'est prévu et c'est depuis 2006. Depuis 2006. Mais pourquoi ça ne prend pas corps? Mais ça ne prend pas corps parce que la décentralisation est malade dans son application. Le mode de choix des gouverneurs, d'abord, et les chefs de l'État, et merci à lui de l'avoir dit, laisse à désirer. Qui passe gouverneur? Et dans quelles conditions? Est-ce toujours des gens capables de faire ce travail-là? Dans la plupart des cas, je suis désolé, non. Et le gouverneur qui s'asseye sur les assemblées provinciales, dont l'avenir dépend, dont la nourriture, tout dépend du chef de l'exécutif. Mais il a l'obligation de faire ou de ne rien faire. Parce que quand est-ce que le député viendra réclamer de résultats au gouverneur, quand le gouverneur dira mais 60% de ce que j'ai... Il n'a pas de moyens sur place. Non, mais les 60% de petits moyens que j'ai envoyé à Kinshasa. Tu n'es pas à Kinshasa, à eux. Mais il faut payer des députés provinciaux, papa. Kinshasa, là, ça vient après. Il faut payer des députés provinciaux. Mais il faut acheter des véhicules, il faut assurer des voyages à l'étranger, des soins de santé. C'est en charge. C'est vrai vous savez qu'il y a d'autres députés provinciaux qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas payés, n'ont pas de moyens. Dans d'autres provinces où il n'y a rien à produire, où il n'y a rien à bénéficier. Les conseils députés provinciaux qui ne sont pas payés, mais il y a aussi des conseillers municipaux qui n'ont jamais été payés. Mais c'est triste. On ne peut pas avoir des résultats, on ne peut pas gérer des entités décentralisées avec des gens comme ça, avec des structures bancales comme ça. Sur papier, c'est extraordinaire, mais en réalité, c'est ce qui se passe là. Et c'est la responsabilité du gouvernement, ici l'occasion de rappeler à Mme Souminois, qui est la chef de l'exécutif, de se pencher aussi de ces côtés-là. Mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Parce que la même question a été posée, a été soulevée lors de la 11e conférence de gouverneurs. Je pense que c'est dans le Tanganyika. Et aujourd'hui, on revient avec le même problème.
À la 12e conférence. C'est pas C'est-à-dire il n'y a rien qui a été trouvé comme solution par le gouvernement. C'est pas la première fois, mais ce n'est pas non plus l'occasion de ne pas commencer, à essayer. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et on apprendrait même que cette rétrocession serait donnée de manière sélective. Il y a certaines provinces qui en reçoivent. On choisit les provinces. Oui, c'est à la tête du gouverneur. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe là? Je ne veux pas aujourd'hui imaginer des choses, mais ça devait être automatique et que le province le plus nanti, à travers la caisse de péréquation, essayer de soutenir les autres. Mais aussi, pas seulement les provinces pauvres. Parce que les provinces pauvres, moi, je ne crois pas beaucoup. Il y a la loi des finances, il y a la loi sur la libre administration de territoire, toutes les lois qui encadrent la décentralisation. Est-ce que ce n'est pas aussi... Est-ce que nos ministres provinciaux des finances ont la capacité d'actionner quel mécanisme pour ouvrir des actes que la Constitution leur a donné, la loi leur a donné? Il y a la loi des finances qui donne beaucoup des actes et des possibilités. Alors, on termine. Nous avons vu 12e conférence de gouverneurs, des inaugurations. Un peu le chef de l'État y a vivre des inaugurations là-bas. Un travail qui a été fait en silence, où peut-être beaucoup de personnes ont douté que cette dame ne pourrait pas arriver à faire ce qui est aujourd'hui. Nous avons vu l'aéroport, nous avons vu clinique moderne de Mwangeji, nous avons vu l'échangeur, on a vu l'ISP Gombe, on a vu la direction générale de Racette du là-bas, le village de Congrès, on a vu le nouveau bâtiment du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 chantiers inaugurés au là-bas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette dame, Fifi Masuka, qui aujourd'hui a eu au moins à faire la fierté de faire comprendre aux gens que, comme dirait les Kinois, moi c'est à Tongagati, mais au moins on a vu une femme construire. Dans quelques minutes, et on clôture l'émission. On est obligé de parler d'elle, Fifi Masuka. Déjà, quand elle prenait les rênes de cette province, beaucoup ne l'avaient pas cru qu'à beaucoup de chances. Et, on disait d'elle qu'elle n'était pas capable d'assumer ces charges-là. Mais je crois que quelques années après, je crois qu'elle assure, qu'elle prouve juste le contraire. C'est pas seulement, comme je l'ai dit ici, là-bas a de l'argent. C'est la volonté. Mais je pense que c'est la volonté. Car si vous l'approchez, vous trouverez que ce n'est pas facile d'être les lois là-bas. Chaque semaine qui passe, il y a des missions, des ministres nationaux, des services chaque jour, hein. Des services qui vont en mission là-bas. Je l'ai déjà fustigé sur le plateau qui font même des émissions, qui font même des gens, des autorités qui vont à l'occasion de rien. Il y a des acteurs majeurs ici à Kinshasa qui appellent, qui envoient des gens. Mais c'est ingérable, c'est insoutenable. Et à travers ces marasmes, réussir à faire ce qui est fait là, je pense qu'il y a quand même des signes de bonne gouvernance qu'il faudrait encourager. Et félicitations à Madame Souminois. Elle a donné l'exemple de la ténacité, de la volonté de faire mieux. Mais c'est que si nous pouvons dire quelque chose que ça puisse aussi se répandre au niveau de l'intérieur de la province, ça serait une très bonne chose, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les structures de base, les écoles, les centres de santé, aller plus loin. Moi, je crois que des hôpitaux là-bas et sa gouverneure ont le moyen de faire ça. Mais il faut... Mais aujourd'hui, ils ont servi au moins la leçon aux autres gouverneurs qui étaient sur place de voir que lorsque on peut avoir... Parce qu'il y a les autres qui parlent que dans d'autres provinces, il n'y a pas de moyens, mais dans de mêmes provinces, on a détourné 3 millions, 4 millions. C'est aussi la volonté qui Je disais, avant que tu m'arrêtes, quelque chose de très important. Il n'y a pas de province pauvre. Je prends l'exemple de la ville-province de Kinshasa. La moyenne des réalisations était de 6 millions le mois. Des 6 millions de réalisations à travers la régie des finances. Aujourd'hui, on en est en combien? Alors, si on ne sait pas, il faudrait des gens, j'ai dit des hommes d'État, des gens qui vont travailler, des gens qui vont imaginer, des gens qui vont faire des projets pour faire entrer l'argent. Nous tous, nous sommes focus sur les dépenses, mais sur
les entrées. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que la ville de Kinshasa puisse atteindre, par exemple, 10 millions? 10 millions. Le Lualaba a la chance d'avoir des mines. Mais si vous ne travaillez pas, si vous n'allez pas contrôler ces miniers-là, ils vont vous rouler. Il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a rien qui arrivera. Il faut un travail. C'est pas la génération spontanée. Quand on cite le Lualaba comme c'est pas parce que l'argent est là, parce qu'il y a des gens qui ont été, en tout cas, dans le contrôle, dans l'organisation, dans la conception et dans la réalisation de ces projets. Si vous allez chez les mining qui viennent chercher l'argent ici, ils sont venus pour chercher l'argent. Ils ne vont pas vous les donner si vous ne les contrôlez pas, si vous ne les poussez pas. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des régies, au niveau des régies des finances et des inspecteurs de l'équipe de Maman Gouverneur, ils ont fait ce travail-là. Voilà le résultat. Alors, 13e conférence de gouverneurs, c'est dans le Kilou. Un mot à dire dans le Kilou, c'est à Kukuite, hein, un mot à dire en culture par là. Ça sera au mois de décembre. Donc, je crois que l'ombre de King Kester Emenea planera sur cette 13e conférence que je souligne, que je souhaite vraiment fructueuse. Mais c'est un défi, hein. C'est un défi en termes d'infrastructure, c'est en termes de... Ils ont la chance d'avoir une année pour le faire, mais je pense que le gouvernement doit aider Kikwit. Pas une année, 6 mois, parce que ce sera au mois de décembre. Autant, donc le courant est déjà là, qu'on puisse actionner, mettre le courant, parce que Kikwit n'a pas de courant. Kikwit, contrairement à ce qu'on a annoncé aujourd'hui, qu'il y a quelques temps, continue à fonctionner avec des groupes électrogènes, et des panneaux, qu'on puisse en tout cas installer l'électricité et qu'on puisse, et par la suite, penser aux infrastructures. Il y a un travail qui se fait dans le sens de conservation, de réhabilitation de la route numéro 1, mais aussi lutter contre les érosions. C'est une ville qui connaît des problèmes, des érosions sérieux, et puis le problème d'eau, l'adduction en eau potable, parce que ce sont beaucoup plus de forages. Il y a la présence de la régie des eaux là-bas. Donc tout ça, ce sont des priorités, et que le gouvernement provincial puisse travailler de connivence avec le gouvernement national pour trouver des solutions, pour faire en sorte que l'image de marque de la province puisse être bien vendue. Merci beaucoup, Serge Sekera, d'accepter notre invitation de Vinci Presse de ce samedi. Merci à vous, merci à Félix, merci à Marla, merci à toute l'équipe qui nous a invités, et à très prochainement, peut-être si jamais. Alors on va se retrouver prochainement, un autre numéro, c'est le samedi prochain avec de nouveaux invités. Vous remarquez, Serge Sekera a été sur ce plateau, beaucoup de nos collègues se retrouvent là-bas où il y a conférence de gouverneurs. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne. Restez en continuité de nos programmes. Au revoir.